Acheter de l'or, c'est excessivement compliqué. C'est compliqué d'acheter et c'est compliqué de stocker. Là, on parle pas d'acquisition de 10 000 ou même 50 000 euros d'or. Hein. C'est sur des sommes beaucoup plus importantes. Donc là, c'est pas le coffre à la maison, en fait, qui est nécessaire. Ou alors, c'est recours à une banque qui s'en occupe. Donc ça veut dire qu'on place sa confiance en un tiers. Et en ça, en fait, je trouvais que Bitcoin apportait un plus. Je peux perdre le wallet, c'est pas grave. Je peux le casser, c'est pas grave. Je m'installe dans un pays. J'ai pas besoin de faire passer un smirnoc, donc une palette à la frontière avec mon patrimoine dedans. Merci de me recevoir. Et oui, donc Loïc Normand, je suis gérant fondateur de Agence Patrimoine, qui est un cabinet en gestion de patrimoine sur Annecy, depuis maintenant 13 ans. Et préalablement à Agence Patrimoine, j'ai travaillé dans des banques pendant 12-13 ans, dans des banques privées où je m'occupais de clients essentiellement chefs d'entreprise. Et en fait, il y a 13 ans, j'ai créé Agence Patrimoine parce que j'ai en fait constaté, si tu veux, que à la banque, on se regardait souvent de nombril, on se posait toujours la question de savoir, ça c'était la thématique je me souviens d'une dernière table ronde à laquelle j'étais convié, c'était remettre le client au centre de la relation. Donc on se posait toujours la question de savoir comment remettre le client au cœur de la relation alors que c'est le client qui paye les employés de la banque, quoi. Chose qui a été très rapidement oubliée. Et donc je me suis dit, tu vois, quand tu as ce genre de questions, quand tu as en plus la crise financière qui arrive, moi je travaillais dans un groupe qui avait racheté une banque en Grèce qui perdait et on perdait 1 million d'euros par jour. Donc si tu veux, tu te dis quand tu accumules ce genre de conneries, tu te dis bon, il est peut-être temps de vraiment de s'occuper des clients. Et donc j'ai décidé de m'installer, de me mettre à mon compte et de faire de la gestion de patrimoine comme je l'entendais et pas comme on me l'imposait. Le métier de conseiller en gestion de patrimoine, il n'est pas normé comme un expert comptable ou comme un avocat. Et donc, tu peux avoir 10 conseillers en gestion de patrimoine et 10 métiers différents. J'exagère, mais c'est pour expliquer. Moi, je viens d'une formation très juridique. J'étais formé à l'université de Clermont-Ferrand. Les Auvergnats, ils sont plutôt bons en gestion de patrimoine. Et si tu veux, la culture de Clermont-Ferrand, c'est d'abord d'asseoir une stratégie sur les fondations juridiques. Donc le droit civil, le droit des sociétés. Ensuite, on débouche sur la finance, mais pas avant. Ça sert à rien de dire je vais faire un placement, ça va rapporter 10% par an. Si j'ai pas goupillé la manière dont je vais capter ces 10% et que l'État m'en prend 50% alors qu'il aurait pu m'en prendre qu'un tiers si j'avais fait une autre structuration, j'aurais pas fait mon travail correctement. Donc l'idée c'est d'avoir vraiment une approche juridique. Et donc les clients eux viennent avec une idée, j'ai un capital à placer ou alors j'ai une boîte à vendre puisque je m'occupe beaucoup de chefs d'entreprise. Mais derrière en fait je vais refonder complètement l'organisation de leur patrimoine. Parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais travaillé. Hein. Ils peuvent te parler de leur boîte pendant des jours et des jours. C'est comme c'est un enfant de la famille, hein, la société. Par contre, quand tu leur poses la question et en matière de gestion de patrimoine, c'est quoi votre stratégie? Là, tu t'arrêtes et il y a un grand silence. Tu sors les rames et personne ne sait te répondre. En fait, ils sont tellement dans le jus, comme tous les gens qui travaillent, hein, qu'ils ne s'occupent pas de leurs affaires et donc ils ont empilé pendant des années sans comprendre ce qu'ils faisaient, sans avoir vraiment de sens et de stratégie dans ce qu'ils faisaient. Et du coup, moi je viens en fait remettre tout ça en place et de se dire c'est bien de faire un placement qui te rapporte 10% pour reprendre mon exemple précédent, mais c'est quoi le but en fait? C'est quoi la finalité de tout ça? C'est tu veux un revenu à terme, tu veux protéger madame, tu veux protéger tes enfants, tu veux payer les études des enfants, tu veux partir à la retraite à 40 ans, on sait rien, tu vois, c'est de mettre des objectifs et de bâtir une stratégie. La grosse difficulté, et ça c'est valable pour tous les patrimoines, c'est que on ne bâtit pas de stratégie. En fait, on se demande pas pourquoi on fait quelque chose. Et on bâtit des stratégies pour tout, hein. Un sportif de haut niveau, il s'entraîne pas par hasard, quoi. Donc pour la gestion de patrimoine, c'est la même chose. Donc moi, mon rôle, ça va être justement d'expliquer que on va s'occuper de la finance, il n'y a pas de souci, mais avant, pour que justement le côté finance ne soit pas bouleversé par un événement externe ou interne, et que tout tombe comme un château de cartes, on va mettre en place une stratégie qui va être pérenne dans le temps. Et cette stratégie,
elle va déjà, les bases vont se retrouver déjà dans les aspects juridiques, notamment et essentiellement le droit civil. Alors aujourd'hui, je gère 30 familles et l'archétype, c'est des clients qui sont alors entrepreneurs la plupart, anciens entrepreneurs pour ceux qui font pas partie de la plupart. Et en entrepreneur, je dirais que c'est assez varié. J'ai très peu d'industriels. Pourtant, à côté de chez moi, il y a une très grande vallée qui s'appelle la vallée de l'Arve, qui est le bassin du décolletage. Mais j'ai très peu d'industriels dans mes clients. C'est plutôt biotech et tout ce qui est aussi information, communication, marketing. Voilà, c'est des boîtes, plutôt dans le digital marketing, choses comme ça. Après, j'ai et puis aussi des professionnels de l'immobilier qui se qui se recentrent un petit peu ces dernières années. Voilà. Alors, on va dire du fait de l'historique que j'avais à la banque, j'avais très peu de clients, donc j'ai voulu reproduire ce que je savais faire, hein, si tu veux, quand je me suis mis à mon compte. Donc, comme je voulais très peu de clients, forcément, le niveau d'actif après pour que je puisse m'occuper de ces clients peut paraître élevé, mais voilà, c'est un choix, hein. Après, faut savoir on est extrêmement surveillé en tant que CGP au niveau de la conformité. Et aujourd'hui, la conformité, ça va te prendre à peu près 30% de ton temps de travail. Et je vais faire très, très, très schématique, hein, mais faire un dossier à 100 000 euros ou un dossier à 10 millions d'euros, ça te prend absolument le même temps d'un point de vue conformité. Donc, si tu veux, moi, mon modèle, c'est pas d'accumuler un nombre conséquent de clients dont je pourrais pas m'occuper, c'est d'en avoir peu, mais de m'en occuper le mieux possible. Et en fait, comme je dis souvent, moi, je vends du temps. Donc pour répondre à ta question, j'ai pas un niveau d'entrée particulier, mais c'est vrai que tu vois, si on devait raisonner en dessous d'un million d'euros, c'est compliqué parce que comme je travaille beaucoup aux honoraires, les honoraires, en fait, si on les applique si on les met en corrélation par rapport aux actifs à gérer, ça peut gréver quand même assez fortement le capital. Alors, moi, alors j'ai commencé par les clients qui sont amis. On commence par le cercle restreint, hein, on va dire. Alors, j'ai commencé par me l'appliquer à moi-même. En fait, quand je préconise des solutions financières, en général, je les ai testées avant. Parce que déjà, ça me permet de mieux en parler. Pour Bitcoin, c'était un petit peu différent dans le sens où c'était un client et puis des enfants de clients qui m'avaient challengé sur le sujet. Et je m'étais fait une réflexion en entendant la pub Renault dans la voiture. Tu sais, qui mieux que Renault peut s'occuper de votre Renault. Je me suis dit, en entendant cette pub, je me suis fait, mais en fait, il faut pas que je balaye le truc. Si un CGP peut pas répondre sur Bitcoin, en fait, qui peut répondre? Donc, je me suis dit, il faut absolument que je m'intéresse à la question, il faut que je me documente. Donc, moi, mon premier réflexe hein, pour apprendre un truc, c'est j'achète des livres. Donc, j'ai acheté des livres. J'ai acheté des livres et puis après avoir acheté des livres, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes que je nommerai pas ici, qui m'ont mis le doigt dans la machine, hein, c'est-à-dire qu'on est sorti des livres et puis là on a commencé à mettre un petit peu les mains dans le cambouis. Et je me suis dit que c'était quand même super, mais je comprenais pas encore tout. Et ça tu vois, c'était en 2019, je crois. Et c'est là où j'ai commencé à faire mes premières transactions pour essayer d'un peu de capter la mécanique. Et en fait, tout de suite, j'ai basculé sur un wallet matériel et j'ai fait mes premières transactions avec Stackinsat à l'époque, si je peux citer les concurrents, parce que c'était les seuls en France qui permettaient. Non, il devait y avoir CoinHouse aussi. Et donc j'ai commencé mes premières transactions comme ça et j'en ai parlé à deux trois clients avec qui je suis très ami et qui m'ont dit ah bah tiens on se posait des questions justement là-dessus. Et tu vois, ça a commencé, en fait, ça a commencé comme ça. C'est déjà l'aspect curiosité, en fait. On en entend parler. Puis alors, en 2019, en 2020, j'ai commencé à en parler aux clients en 2020.
2020-2021. Ouais, plutôt fin 2020-2021. Et en fait, à cette époque-là, la finance traditionnelle n'avait pas encore mis un pied dedans. On était encore dans l'affaire Silk Road, je pense. Il y avait encore, il y a FTX qui planait encore. Donc le Bitcoin était entaché de pas mal de pas mal de sujets un peu chauds. Et donc il y avait, je pense que les premiers clients, c'était la curiosité et puis aussi l'attrait de savoir c'est quoi ce truc dont tout le monde parle, mais un peu. C'est un peu tu sais, c'est un peu le truc dont on parle sous le manteau. Enfin, je sais pas comment dire. C'est l'attirance du truc un peu interdit entre guillemets, Ouais. bien que c'était pas interdit. Voilà, c'était de Mhm. savoir un peu. Et ce que je sais plus si c'était avec toi que j'en avais parlé, mais en fait, comme j'ai une relation assez proche, enfin même très proche avec mes clients, si tu veux, il y a pas mal de barrières qui tombent. Le fait que je leur parle de Bitcoin, les barrières, c'est pour le blanchiment d'argent, c'est pour les poncifs dont on entend parler sur France 2 et TF1, ça prend pas. Ça prend pas. Parce que si je leur en parle, c'est que il y a un moment déterminé, tu vois, et j'ai dû déceler quelque chose qui peut être intéressant dans leur allocation d'actifs. Donc ils écoutent. Après, c'est eux qui appuient sur le bouton, hein, donc ils font pas. Mais au moins ils écoutent. Et donc, ben voilà, j'ai commencé à en parler avec les clients avec qui j'avais une relation amicale, enfin plus qu'amicale. Et ça m'a permis tu vois, de m'approprier un discours, une manière de présenter. Ça m'a permis aussi de tester des choses, tester du matériel. Tu vois, au bout de 5 ans maintenant, j'arrive maintenant à avoir les wallets qui me conviennent. Je sais ce que je veux, ce que je veux pas. Je sais aussi ce qu'attendent à peu près les clients, ce qu'ils veulent pas. Donc ça m'a permis, en fait, ça m'a permis de tester tout ça. Alors le premier argument, parce que ça c'est un argument qu'ils entendent parler depuis qu'ils me connaissent, c'est l'inflation. Si tu veux, moi je leur dis toujours, et c'est même Clermont-Ferrand, hein, c'est doyen Jean Olegnier, hein, qui disait que ça sert à rien d'avoir un patrimoine si on peut pas en jouir. Et si on peut pas en jouir, bah en fait qu'est-ce qui peut nous empêcher d'en jouir? Plein de choses. L'inflation, ça peut nous empêcher d'en jouir puisqu'on s'appauvrit dans le temps. Donc mon premier objectif avant de faire un rendement X ou Y, c'est déjà de mettre en place un système qui va préserver le capital. Et si je veux préserver le capital, bah, j'ai les actifs traditionnels, les actions grande capitalisation, ça peut être l'immobilier, ça peut être l'or physique. Bah, aujourd'hui, j'ai une quatrième brique qui vient s'imbriquer là-dedans, c'est Bitcoin. C'était la première approche. Et c'était mon approche du départ, parce que finalement, c'est même encore le cas aujourd'hui, hein, enfin, bien qu'il y ait eu quelques petits couacs récemment, si je veux faire un paiement avec une carte, ça fonctionne. Si je veux retirer du cash dans une machine, ça fonctionne. Donc le côté moyen de paiement de Bitcoin, je dirais pour mes clients et plus largement pour les occidentaux, je pense que c'est pas le sujet aujourd'hui. Si on continue à avoir des petits couacs au niveau paiement bancaire, etc., je pense qu'on va vite s'en saisir de ce sujet-là. Mais c'est pas leur attente principale. Donc vraiment, c'est vraiment l'inflation. Et pour tout te dire, j'avais même dans mes premiers écrits, pour moi, c'était le côté or numérique. Et en fait, acheter de l'or, c'est excessivement compliqué. Quand je fais des allocations, c'est compliqué d'acheter et c'est compliqué de stocker en sécurité l'or physique. Et là, on ne parle pas d'acquisition de 10 000 ou même 50 000 euros d'or, hein. C'est sur des sommes beaucoup plus importantes. Donc là, c'est pas le coffre à la maison en fait qui est nécessaire, hein. Ça va être ou alors faut un très très gros coffre. Donc tout de suite de la logistique. Ou alors c'est recours à une banque qui s'en occupe. Donc ça veut dire on place sa confiance en un tiers pour garder un stock de valeur. Et en ça, en fait, je trouvais que Bitcoin apportait un plus. C'est qu'en fait, aujourd'hui, avec un wallet, je peux avoir des milliards dedans. Je peux perdre ce wallet, c'est pas grave. Il faut juste pas perdre l'acide, mais je peux perdre le wallet, c'est pas grave. Je peux le casser, c'est pas grave. Je m'installe dans un pays
j'ai mon wallet, j'ai mes bitcoins, j'ai pas besoin de faire passer un smearmock et puis une palette la frontière avec mon patrimoine dedans. Enfin bref, voilà. C'est quand même, je trouve, vachement plus simple. Et puis sur le côté audit, pour moi aujourd'hui, il y a pas mieux. Parce que je sais que quand j'acquiers un bitcoin, c'est un vrai bitcoin, il n'a pas été dupliqué. Je sais qu'il n'y a pas du papier qui spécule et qui me dit qu'il y a 10 fois, il y a 10 fois le bitcoin, 10 fois le nombre de bitcoins en circulation par rapport au stock de bitcoin. C'est tous ces aspects qui me laissent à penser que pour moi, c'est beaucoup plus intéressant que l'or physique, hein. Je vais en faire bondir certains, mais Et, je dis pas qu'il faut pas faire d'or physique. J'ai toujours de l'or physique dans mes portefeuilles. C'est pas un souci. Mais je pense que c'est aujourd'hui en fait, Bitcoin est une classe d'actifs à part entière et que aujourd'hui, elle a des qualités qui sont plus intéressantes que l'or physique. Alors, je le fais sous forme de formation, c'est-à-dire que quand tu vois, j'ai eu deux phases en fait par rapport à mes clients avec Bitcoin. La première phase, c'était une phase, on va dire, à titre particulier. Donc, je fais une formation sur qu'est-ce que Bitcoin, à quoi ça sert, comment j'en achète, comment je peux en vendre de manière sécurisée, comment je le stocke et comment je le transmets. En gros, voilà les items que l'on balaye. Et puis ensuite, il y a la partie matérielle, c'est donc le matériel que j'achète pour le client, hein, un wallet matériel, une sauvegarde métallique, et puis ensuite une stratégie en matière de transmission avec un notaire ou des notaires suivant les stratégies qu'on retient. Donc on fait une formation. La formation, elle dure en fait le temps que le client le souhaite, mais en général, c'est une demi-journée à peu près. Donc je le fractionne en deux et pendant cette formation, euh, j'explique que l'intérêt de Bitcoin, c'est justement de pouvoir être souverain de son capital. Donc, ça me semblait pas cohérent d'aller vers une autre forme de détention, parce que j'ai des solutions, hein, je travaille avec des entités luxembourgeoises qui aujourd'hui permettent de stocker hein, du Bitcoin chez eux, et je sais qu'ils sont tout à fait sérieux, c'est pas un souci. Mais pour moi, ça va contre la philosophie de ce que Nakamoto a créé. Et je trouvais que c'était un peu aller contre nature. Et comme on en avait parlé une fois, le côté souverain, être souverain de son capital, c'est pas quelque chose qui est encore une fois prégnant par rapport à ses clients parce que la souveraineté, ils l'ont. Je veux dire, il y a pas de souci, ils bossent, ils sont fortunés, pas de souci, ils sont souverains. Donc ce côté souverain de Bitcoin, c'est pas ce qui allait accrocher le plus. Par contre, quand ils voient à la mise en place, quand ils voient, quand ils font un virement sur Bull Bitcoin, quand ils voient que la banque va, là en ce moment là, le grand truc des banques, c'est de bloquer les virements et de les mettre de les mettre en attente pendant 2 3 jours par un pseudo service fraude où ils attendent que le client dise non non mais c'est bon, vous pouvez envoyer les capitaux. Ah, ça c'est le grand truc en ce moment. Donc quand ils voient ça, ils se disent finalement, tu vois, j'avais dit que j'en achèterais un demi, je vais peut-être en acheter un, puis peut-être un et demi. Parce que ouais, je vois que en fait c'est mon argent, mais je peux pas vraiment en disposer parce qu'à chaque fois il faut que je demande la permission. Et ça, quand t'es, je pense que ça énerve tout le monde, mais encore un peu plus des gens qui sont à la tête d'une société qui ont l'habitude d'appuyer sur un bouton et que le truc soit fait, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, quand il doit demander la permission à la banque, ça l'étend un petit peu. Ce côté souverain, tu vois, c'est pas l'angle d'attaque entre guillemets, mais plus on avance et plus il est en train de monter dans la hiérarchie. Alors en général, c'est à peu près c'est entre 1 et 5%. Alors moi j'ai fait un truc très simple, c'est que je me suis basé sur les recommandations de BlackRock, qui est la plus grosse société de gestion au monde. Et BlackRock aujourd'hui, enfin avant, recommandait entre 1 à 5% de son patrimoine en Bitcoin. Après, à partir du moment où les gens sont à l'aise et qu'ils ont envie de creuser un peu plus, qu'ils veulent acheter plus, ça ne pose aucun problème. Mais voilà, la recommandation, c'est 1 à 5%.
Moi, je pars du principe que si BlackRock nous dit ça, ils ont quand même bien réfléchi au truc. Là-bas, c'est une armée de gens très intelligents. Première société de gestion au monde. Bon, pendant 10 ans, ils ont dénigré Bitcoin. Et puis, quand ils ont décidé d'y aller, ils ont mis 23 milliards sur la table. En général, ils y vont pas pour perdre de l'argent. Donc, il faut quand même les écouter. Après, on en fait ce qu'on fait. On fait ce qu'on veut de cette information. Mais je pense elle est quand même, elle est quand même intéressante. Et aujourd'hui, on s'aperçoit dans leurs analyses, d'ailleurs, qu'ils montrent progressivement, ils sont passés à 10% aujourd'hui. Alors, j'ai fait une formation sur Cryptost il y a quelques années pour découvrir un petit peu en fait, la finance décentralisée parce que je trouvais le concept vraiment pas mal. Et je me dis, tiens, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on retrouve un intermédiaire dans la boucle qui s'appelle banque et qui modifie un peu les règles du jeu à chaque fois dans un projet financier. Donc, c'est intéressant d'avoir une nouvelle structure où on a plus cet intermédiaire banque. Et en fait, tout le monde peut participer à un projet entrepreneurial. Et sur le papier, c'est super bien. Et puis après, quand j'ai commencé à regarder ce que ça donnait, ben, déjà à l'époque, il y avait quand même beaucoup de trucs très rock'n'roll. Et tu vois, même Ethereum, je vais pas dire que c'est rock'n'roll, mais le fait d'avoir eu un système qui était proof of work et passé à proof of stake, voilà, je vais pas dire du jour au lendemain, ça a mis quelques temps, mais voilà, tu changes les règles du jeu en cours de route. Bah, je me dis bon, ok, c'est pas du tout la même chose. Et là, on est pour moi, c'est du private equity 3.0 quoi. Voilà. Donc, voilà, tu veux, je disais en rigolant, chacun peut perdre de l'argent comme il le souhaite. Donc voilà, si les projets de défi, ça fait plaisir, il n'y a pas de souci. Je vois quand même peu de choses qui ont un intérêt dans la vraie vie. Mis à part les stablecoins, hein, USDC, USDT. Et quand je dis de l'intérêt, c'est de l'intérêt sur le côté financier. Hein. Après, l'intérêt sur le côté problématique de la monnaie, ça c'est encore autre chose. Mais alors, écoute, pour l'instant, j'ai pas eu de personne qui m'a dit je veux pas essayer. Par contre, j'ai beaucoup de réticence, mais en fait par manque de la bonne information. Parce que si tu veux, l'information qu'ils ont, c'est France 2. Attention, avec Bitcoin, vous faites du blanchiment d'argent. Bitcoin ne sert que à la mafia, au trafic de drogue, ou je ne sais quoi. Et donc, ils ont l'impression que quand ils vont mettre les mains dans Bitcoin, ils vont faire partie d'un réseau de trafic international, je ne sais quoi. Donc ça, c'est la première crainte. La deuxième crainte, ça c'est là j'en ai quelques-uns, c'est pour les plus financiers, c'est ah ouais, mais alors tu me parles de ça, c'est le côté un peu gambling. Non, pas du tout, justement. C'est pas le côté gambling. Et en fait, en discutant, on montre que la volatilité de Bitcoin, pour moi, c'est son gros défaut aujourd'hui, mais c'est normal. Bitcoin est encore jeune malgré tout. On va dire qu'il est en période d'adolescence et que même si cette volatilité, elle s'est quand même bien tassée ces dernières années et elle continuera à se tasser dans le temps, ça reste un actif volatile. Mais la volatilité, c'est pas un problème tant que le sous-jacent est de qualité. Hein, je préfère avoir un Bitcoin volatile versus une obligation d'Argentine volatile. Je sais que dans 10 ans, il y en aura toujours un qui sera là. Et ça ne sera pas l'obligation argentine. Hein. Il y a eu un avant et un après Théo Mogenet. C'est que tu vois, ça me permet de rebondir sur une de tes questions, mais on y reviendra pourquoi j'ai choisi Bull Bitcoin. Parce que vous avez une équipe qui est extrêmement qualitative. Et donc sur vos blogs, il y a un blog il y a un article qu'a fait Théo sur est-ce que je fais un DCA ou un investissement en une fois. Il a fait pas mal. On en avait parlé au téléphone, mais je n'avais pas lu l'article à l'époque. Et c'est vrai que
eh bien, au tout début, je faisais beaucoup d'investissements fractionnés. Là, dernièrement, tu vois, j'ai fait des investissements, je déforme. J'ai fait de l'épargne. J'ai fait de l'épargne en une fois. J'ai fait des opérations. Alors, pour donner un ordre d'idée, là, on parle d'opérations à 0,5 Bitcoin. Donc, Ok. c'est pas des petites sommes, malgré tout. Et donc, c'est des choses que j'ai décidé de faire en une fois, puisqu'on a, voilà, Théo m'a convaincu sur le fait que en fait, le DCA n'apportait pas forcément plus. Je pense que ça apporte une sécurité psychologique. Et donc, le client maintenant, tu vois, quand dans la partie formation, quand on est sur la finalité de voilà comment on va, quelle est la stratégie, je lui expose en fait le travail de Théo. Je lui dis voilà, les calculs sont là. Avec quoi tu es le plus à l'aise? Et les deux marcheront de toute façon à long terme. Mm. Les deux fonctionneront. Donc il faut opter pour la solution avec laquelle tu es la plus à l'aise. Bah déjà le fondateur Francis Pouliot que je suivais pendant qu'on était confinés. J'aime bien l'esprit du personnage. Et puis si tu veux l'équipe que vous avez constituée. Je pense qu'elle est comme je disais tout à l'heure, elle est l'équipe qualitative. Le fait que ce soit non custodial, c'est-à-dire que vous gardez pas vous gardez pas les bitcoins des clients. Ça, pour moi, c'est fondamental. Bah, régulé par l'AMF, parce que je suis sûr que on va pas sur quelque chose d'exotique et que les clients, s'ils passent par votre intermédiaire, enfin, quand ils passent par votre intermédiaire, voilà, il y a pas d'embrouille. Euh, Plus vous avez un vrai, ça, on l'a testé quelques fois, un vrai chat avec des vrais humains. Et ça, c'est quelque chose qui rassure parce que ma démarche, quand je fais la formation, c'est de faire une première opération ensemble avec le client et qu'ensuite il le fasse tout seul, donc en autonomie. Et si tu veux faire une opération à 50 balles ensemble, il n'y a pas de souci. Et quand il faut passer une opération à 10 000, à 50 000 tout seul, bah là, les mains tremblent un peu. Alors attends, est-ce que j'ai bien compris ce qu'on s'était dit? Voilà, tata, ouais, ok. Et puis s'il y a un doute, et souvent le doute, en fait, à chaque fois qu'on a eu des recours au chat, c'était en fait un problème Quand tu dis entre au chat, c'est-à-dire le chat du Bitcoin au chat de support, quoi. support. Ouais, Mm. tout à fait. C'était un problème en fait entre la banque qui envoyait les fonds et, euh, et, euh, et uniquement à ce niveau-là. Mais après, sur la transaction, on n'a jamais eu de souci particulier. Ok. Et donc, le fait d'avoir quelqu'un qui réponde et qui réponde rapidement, bah, ça rassure vachement. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est top et que j'avais pas. Et tu vois, c'est un grand débat que j'ai avec mon ami Paul, qui se reconnaîtra, qui est un très grand professionnel de la finance et qui, lui, détient des bitcoins au travers d'une banque. Et son wallet Bitbox l'attend à la maison, mais ça lui fait peur. Alors que c'est un gars qui est CFA, qui est brillantissime. Donc, tu vois, tu peux brasser des millions au quotidien et puis finalement, quand il s'agit de recentrer tout sur toi et d'avoir la pleine responsabilité de ta custody, de tes choix, bah là, ça met vraiment la pression aux gens. Moi, je pense que ce qui permet de passer le pas, c'est que les gens savent que je suis toujours là, en fait. Et c'est vrai que je me mets à la place d'un système autre que celui que j'ai mis en place. Bah, quand tu es tout seul, c'est vrai que je pense que ça peut être un stop, clairement un stop. Ça, c'est mon travail dans l'ombre avec les meetup Bitcoin, d'essayer de prêcher la bonne parole et de montrer que finalement, c'est pas compliqué. Il y a juste un process il y a juste un process en fait, à mettre en place et à opérer à chaque fois. Hein. Et il y a rien d'hyper complexe. Et c'est comme apprendre à faire du vélo. Hein. La première fois, c'est jamais évident. Ça fait un peu peur, etc. C'est le saut dans l'inconnu. Mais en fait, c'est comme tout apprentissage. Et l'idée, voilà, c'est de transmettre ça au maximum de personnes. Parce que je pense que ça reste quand même pour moi, Bitcoin, s'il n'est pas en self-custody, pour moi, c'est pas Bitcoin, en fait.
C'est pas du tout le projet. Donc après, on l'utilise pour stocker, on l'utilise pour faire des paiements. Après, chacun y mettra ce qu'il veut, mais en self-custody. Les soucis d'héritage, on va dire que Bitcoin, c'est une brique de l'organisation financière de mes clients. Et donc, l'organisation financière, elle découle d'une stratégie. Et cette stratégie, il y a la dimension succession qui a été travaillée. Donc, on va simplement rajouter des choses dans cette dimension succession. C'est-à-dire qu'on va se poser la question déjà de est-ce qu'on fait Bitcoin à titre perso. Est-ce que je te parlais de j'ai eu 2 vagues dans mon approche avec Bitcoin. C'est j'ai une vague personne physique et maintenant je suis plutôt dans la phase personne morale, c'est-à-dire que je suis en train de faire de plus en plus d'interventions et puis peut-être de dossiers qui vont sortir sur des personnes morales. Et donc dans les personnes morales, donc en société, pardon. Donc ça peut être des sociétés civiles, ça peut être des sociétés commerciales. Pour l'instant, les sociétés commerciales, ce sont que les holdings, c'est-à-dire que je n'ai qu'une personne qui est à la tête de la société. Pour l'instant, je fais des choses simples. J'ai pas été sur des sociétés avec plusieurs niveaux de responsabilité qui sous-entendraient des organisations un peu complexes au niveau notamment des wallets. Et donc au niveau successoral, on va tenir compte de ce qu'on s'est dit pour l'ensemble du patrimoine. Et donc, on va rajouter une brique qui est la brique sécurité par rapport à la CID. Ce qu'on a déjà fait avec le notaire au niveau de l'ensemble du patrimoine, on va rajouter une petite sécurité chez lui ou chez plusieurs notaires pour avoir un backup au niveau de la CID ou des CID en fonction de l'organisation qu'on va déterminer avec le client. Ils peuvent me trouver à Annecy. S'ils tapent agence patrimoine à Annecy, normalement j'ai des copains qui m'ont bien référencé, donc ils devraient me trouver facilement. Et le mot de la fin, c'est que voilà, le Bitcoin, ce que je te disais tout à l'heure, les meet-up pour moi c'est maintenant ça va devenir une part importante dans mon message, c'est d'en parler le plus possible aux gens et surtout aux jeunes. Il faut absolument que les jeunes s'intéressent à Bitcoin. Pour moi, c'est un tremplin pour leur futur qui est bien encombré. Et donc s'ils veulent être indépendants ou en tous les cas le moins dépendants possible, il faut qu'ils s'intéressent à la question Bitcoin.